Bonjour à tous, je vais essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas déranger le salon. Je m'appelle Laurence Bettine, je suis directrice de l'innovation et des tendances dans le groupe Team Créatif. Team Créatif, c'est un groupe de design, de branding qui est composé de l'agence mère Team Créatif, bien sûr, 26 ans d'existence, et on fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'international et on a le plaisir d'avoir une agence de retail qui est avec nous, Market Value, et une agence de CRM. Voilà. Donc on travaille sur des marques essentiellement alimentaires, au niveau international, je viens de le dire. Voilà, tout ce qui est branding, packaging. La thématique, s'il vous plaît, si vous pouvez vous asseoir juste là, parce qu'en fait, on a juste un écran et je vais beaucoup fonctionner avec l'écran. Donc la thématique du jour, c'est le packaging, ça tombe bien. On est sur un salon qui traite de packaging et alors on parle beaucoup de simplicité depuis quelques jours sur les médias. Nous, on va parler aujourd'hui de simplicité du packaging et je crois que l'idée aujourd'hui, par rapport à l'environnement dans lequel on est, c'est bien de faire mieux, mais voilà, faire moins, mais mieux. Alors la simplicité, vous savez tous ce que c'est tout simplement la contraction du mot simplicité et complexité. L'idée, c'est bien de rendre simple à la portée de tous. Nous, on a l'habitude de travailler pour des grandes marques mainstream distribuées essentiellement en hyper et en supermarché. On s'adresse à tous les consommateurs, d'accord ? On n'est pas sur une idée de niche. Donc c'est rendre accessible à tous des choses excessivement complexes. Et quand on parle de packaging, on est véritablement sur un produit, sur un élément qui est extrêmement complexe, qui est un élément systémique. Là, j'ai remis, voilà, pour se rappeler les 10 fonctions clés du packaging, certaines étant visibles pour le consommateur, d'autres étant un peu moins visibles pour le consommateur. On a toujours l'habitude de parler d'information, d'impact, de reconnaissance, de séduction, d'attractivité. Mais ce qu'on oublie souvent, en tout cas quand on est du côté du grand public, c'est toute la dimension juridique qui est extrêmement forte. On a des lois aujourd'hui extrêmement puissantes au niveau nutritionnel et puis tous les éléments relatifs au produit, à la conservation du produit. Voilà, je passe vite sur cet élément-là, mais oui, évidemment, ces 10 éléments sont très très complexes à aborder et ça prend des mois, voire des années pour lancer un nouveau packaging. Donc oui, le packaging est un élément complexe. Deuxième point, vous savez bien sûr qu'en achat en linéaire, on a encore quasiment 75% des achats qui sont réalisés sur le lieu de vente. Le digital prenant bien sûr de plus en plus de place, mais c'est bien sur le lieu de vente que nos produits rencontrent nos consommateurs. L'acte moyen d'achat, c'est environ 10 secondes. Donc souvent moins, parfois plus quand on est sur des achats très impliquants, comme tout ce qui concerne la beauté et la cosmétique. Mais 10 secondes, c'est très rapide, surtout quand on prend en compte l'environnement concurrentiel. Encore une fois, on a trop souvent l'habitude de travailler avec notre gamme, quelques-uns de nos concurrents sur nos tables. La réalité conso, c'est ça. D'accord, donc on a des centaines de propositions. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de faire un choix et d'émerger pour séduire notre client. Donc, deuxième élément, oui, le packaging se doit d'être simple, d'être immédiat, il doit être vu, il doit émerger, il doit être compris par notre consommateur et il doit être pertinent par rapport à la concurrence. Quand on fait un changement de packaging, on travaille, nous, assez régulièrement avec de grands instituts d'études, dont InVivo, pour ne pas le citer, on a des implications business qui sont immédiates sur le lieu de vente. On sait qu'on a à peu près un tiers des changements packaging qui apportent un vrai plus en termes d'accroissement des ventes. On a un tiers qui n'a aucune incidence et un tiers qui entraîne une baisse des ventes. Quand on considère le top 20 des meilleures innovations qui ont été testées, on peut avoir une augmentation de son chiffre d'affaires de 20%, ce qui est énorme. Donc dans ces temps mouvementés, on est tous derrière cette idée d'augmenter ses ventes. Par contre, on peut avoir aussi des incidences très puissantes de moins 30% de chiffre d'affaires. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire pour une entreprise et pour toute la chaîne et tous ses fournisseurs. Premier exemple, pour illustrer cette idée de simplicité du packaging, j'imagine que vous l'avez déjà vu, c'est en linéaire déjà depuis quelques mois. C'est en communication en France en 4x3 et en affiche dans Paris en particulier. C'est l'arrivée de ce pot Kiss pour Danone.
Donc KISS, ça a été une envie qui a été très simple, hein, c'était de linéariser en fait tous les éléments du packaging, lancer un nouveau design transversal pour toutes les marques de yaourt Danone. L'envie était là au départ. L'idée, c'était d'être différent, bien sûr, d'être iconique, donc de travailler véritablement sur un élément spécifique pour la marque Danone, quelles que soient les marques filles. Et c'était surtout d'améliorer la rentabilité. Vous imaginez qu'un format de pot par marque, ça représente un coût bien sûr supérieur à un format transversal. Donc on est bien sûr dans une logique économique pour valoriser la marque mère. Alors comment on a fait pour créer ce format? Eh bien, on travaille toujours sur l'ADN des marques. Je crois que l'un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, quand on parle de simplicité, c'est bien de revenir à l'histoire de la marque, à l'ADN de la marque, pour créer une histoire qui n'est pas une histoire marketing, mais qui s'appuie véritablement sur des éléments forts et des éléments fondateurs de votre marque. C'est bien ce qui fait la différence avec une MDD. Donc là, après... bien sûr, on est en conférence, donc c'est très rapide, mais on a fait beaucoup de travail d'exploration. Et l'un des angles d'attaque, c'était de se réimprégner l'histoire du premier pot, qui avait justement cette forme beaucoup plus ronde, beaucoup plus ergonomique. Donc ça, c'était le point d'inspiration. Le deuxième élément qui a été fondamental, c'est de se dire il faut absolument valoriser la présence de la marque Danone sur notre pot de façon transversale. Donc là, ce qu'on a fait, c'est, comme vous le voyez ici, c'est graver la marque Danone sur tous ces pots. Complexité en termes de faisabilité. En tant qu'agence de design, on a toujours souvent de très bonnes idées. Ce qui est plus complexe, c'est bien sûr la faisabilité technique. Donc là, l'enjeu était de réduire, pour répondre à des enjeux écologiques et économiques, la quantité de plastique. Donc faire baisser d'un certain pourcentage le poids du plastique, mais également réduire l'étiquette qui permet de communiquer la marque, les variétés et les différentes gammes. Donc notre difficulté, c'était bien sûr de réussir à toujours garantir l'impact de chaque marque, la compréhension de l'ensemble des gammes présentes au sein de notre offre et la réalité de chacune des variétés. Ne pas oublier de mettre de côté l'attractivité du design et rester simple, bien sûr, clair et compréhensible. Alors, vous voyez la petite famille aujourd'hui sur laquelle s'expriment nos différents pots KISS. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a une émergence du color branding de chaque marque qui est absolument fondamentale. Donc, bleu pour le mainstream, le core range, le vert pour Activia, le orange pour Danacol et le violet pour Taille-Fine. Ce qui veut dire que grâce à ce pot, on met en avant l'un des mandatory. Les mandatory, c'est véritablement ce qui fait qu'une marque est unique et reconnaissable pour un consommateur. Ça, c'est absolument clé. Toutes les grandes marques ont une couleur qui leur est dédiée. Avec ce type de pot, on magnifie encore cette couleur. On a un plastique qui est brillant, donc qui permet de refléter la lumière en linéaire. On a bien sûr l'importance des lumières sur nos rayons. Et vous voyez qu'on a un impact de marque qui est toujours garanti et valorisé par la lisibilité en fait, de la marque. Voilà, un résultat avec un pot qui est devenu plus esthétique, plus moderne, différent par rapport à la concurrence et qui est surtout aussi plus pratique. C'est-à-dire qu'on a un pot qui est rond et je pense que vous avez tous l'expérience d'avoir utilisé votre cuillère pour aller creuser et récupérer le reste. C'est pas pratique sur les pots classiques. Là, on a un pot qui est rond, donc qui est très spoonable entre guillemets et qui ramène une dimension émotionnelle, sensorielle à la dégustation de votre yaourt. Voilà, donc un travail véritablement à énormément de niveaux différents. Et bien sûr, on est sur un salon qui travaille beaucoup sur le digital. Donc le digital a été est toujours l'un des éléments de communication très utilisés par les marques de Danone. Hein. On le voit beaucoup sur Activia en ce moment. Et on a pris l'exemple d'Activia aussi en communication business. Donc tout ça pour dire que le produit, le packaging est un élément essentiel dans la communication d'aujourd'hui. J'imagine que vous avez vu peut-être tous aussi la boutique Bourgeois qui a ouvert récemment. Et en fait, dans ce magasin retail qui est Passage du Havre, vous avez les petits ronds qui sont les blushs en fait, de fard à paupières qui sont utilisés comme un élément de décor qui incarne la marque Bourgeois. Donc on est vraiment sur cette idée que le produit est l'ambassadeur de la marque sur le cycle de vie des produits. On a évidemment le produit, la marque et puis après on passe au niveau émotionnel. Là, on commence à renourrir la réalité concrète de
qui est ma marque et ce qu'elle m'apporte en termes de produits. Voilà, donc c'était un premier exemple que je voulais partager avec vous sur cette idée de simplexité. N'hésitez pas évidemment à nous contacter sur notre site pour avoir plus de détails. Ce qui est important, c'est qu'en termes de retour consommateur, on a des croissances. Alors évidemment, quand on fait un travail packaging, on a toujours une communication associée, mais on est entre plus 2 et plus 10 en fonction des pays. On travaille sur un projet mondial. Voilà. Alors, c'est essentiel d'avoir en tête cette idée de faire moins mais mieux dans les prochaines années pour optimiser nos ressources, pour optimiser le travail collaboratif. On est en train d'inventer de nouvelles façons de travailler pour avoir de meilleures idées, pour être plus compétitif sur la chaîne internationale. Alors pourquoi c'est important ? Tout d'abord parce que la façon de consommer a bien évidemment changé. On est tous témoins et ambassadeurs de cette nouvelle façon de consommer. Consommer pour consommer, c'est devenu obsolète. On n'en a plus les moyens. On s'est bien rendu compte que le fait d'avoir de l'argent, c'était formidable, mais que ça ne rendait pas heureux. Et que finalement, trop de choix entraînait moins de choix. Le shopping, c'est plus ou moins devenu un enfer pour certaines personnes, en tout cas dans certains lieux. Donc dans tous les projets retail que l'on travaille, on est en train de reconsidérer l'expérience shopper pour justement en faire une expérience agréable, une expérience de découverte, de parenthèse, de gain de temps. Donc on est vraiment dans cet équilibre entre l'acte d'achat et l'expérientiel. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. L'argent et les dépenses sont reconsidérés. Je vais passer vite là-dessus. On n'est plus sur cette idée de claquer pour claquer. Donc, ça veut dire qu'aussi, par rapport aux investissements qu'on va mettre quand on va travailler sur un projet design, on va vraiment reconsidérer l'acte d'achat, la consommation, la fin de vie de notre packaging. On a cette idée de smart shopping qu'on connaît tous, cette idée d'achat malin, d'achat pratique, d'achat intelligent, où finalement on voit que le consommateur a complètement changé ses modes de consommation, qu'il les réévalue en fonction du besoin apporté et de l'expérience proposée. On travaille de plus en plus sur la qualité du moment vécu avant le shopping, pendant le shopping et pendant le moment de consommation. Donc on n'est plus là simplement pour travailler sur les premières missions, les premières fonctions du packaging qu'on avait vu tout à l'heure, mais on est bien là pour travailler sur toute la CV de notre produit. Et on est là aussi pour travailler sur une relation avec le consommateur qui va ancrer une mémoire d'achat pour créer des réflexes lors de son acte d'achat. Puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'effectivement, on était à peu près 75% d'achats sur le lieu de vente. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 50% des produits, donc un produit sur deux, est acheté et décidé sur le lieu de vente. Donc l'achat d'impulsion, même s'il est prémédité dans la catégorie qui nous intéresse, est clé. Donc le packaging a tout son rôle à jouer et le rôle de votre marque a tout son rôle à jouer au moment de l'achat. Alors, deux très très grandes tendances. Encore une fois, je pense que on a un petit peu dépassé aujourd'hui cette idée de passer sur 10 tendances, sur 20 tendances. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un journaliste en lui disant que finalement il n'y avait plus vraiment de tendance aujourd'hui, que tout était tendance. Mais là, voilà, deux plateformes de réflexion, deux plateformes d'innovation qui sont aujourd'hui plus que des tendances, qui sont vraiment des évolutions de société. La première, c'est une tendance que j'ai appelée Viva Natura, pour essayer d'apporter un peu de gaieté, un peu d'esprit des pays émergents qui nous attirent et qui nous inspirent, que sont par exemple tout ce qui est Amérique du Sud et Brésil en particulier. Donc là, on est vraiment dans cette reconnexion, dans cette revalorisation, dans cette redécouverte d'éléments simples, vrais, sincères, presque rustiques. À un moment donné, on parlait aussi un peu d'ancestral, justement, par rapport à cette logique de retrouver ses racines, ses empreintes d'histoire. Ici, là, on va parler de slow. C'est un mot qu'on a déjà beaucoup entendu. Pardon, il y a une petite faute. On a parlé beaucoup du slow food en Italie. On parle de slow tech, on parle de suppression de la technologie. Donc, on va même jusque-là. On va voir en termes de design ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est vraiment une idée de revaloriser la relation vraie, naturelle, et de revaloriser l'humain. Et puis la deuxième grande tendance, c'est une tendance de premiumisation, de valorisation, où là on va intégrer une idée d'intemporalité, mais
en prenant en compte tout ce que la technologie peut nous apporter en termes de bénéfices. Donc à la fois en termes de produits, mais aussi en termes de technologie pour fabriquer nos packaging. On sait bien que l'histoire du packaging est vraiment le reflet de l'évolution des technologies. Donc là, on va avoir deux types de marques qui vont cohabiter. On va avoir les grandes marques de luxe. On sait bien que le luxe ne souffre absolument pas de la crise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles incarnent, ces grandes marques de luxe, une idée de pérennité, de stabilité, parce qu'elles sont toujours capables d'innover. On va voir comment. Et puis on a des marques très niches, là qui sont vraiment plus exploratrices, plus ambassadrices de nouvelles façons de vivre. Ce premier axe, le Viva Natura, bien sûr, il a des mots-clés comme simplicité, naturalité, vérité et transparence. Donc là, on va être sur ce qu'on appelle le good packaging. Et ce qui est très marquant aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus dans cette idée de je suis dans le camp du bien ou je suis dans le camp du mal. Qu'est-ce que j'apporte de bien à l'individu, à la société, à l'entreprise, à mes salariés ? Ou au contraire, qu'est-ce que j'apporte de mal ? Et si j'apporte quelque chose de mal, je suis écartée véritablement du processus d'achat. Donc c'est vraiment penser good pack. Le deuxième univers, c'est cette idée de smart packaging que j'ai déjà évoqué, où là on va intégrer une dimension plus d'intelligence, d'efficacité, mais aussi de technologie et de donability. C'est comment est-ce que je suis le premier à arriver sur le marché pour pouvoir m'attribuer cette prouesse technologie et cette dimension avant-gardiste. En termes de bénéfices consommateurs, toujours penser bénéfices consommateurs évidemment, la simplicité c'est ça aussi, c'est-à-dire véritablement être dans cette logique de down-up. On n'est pas dans la logique de j'ai une bonne idée, etc. C'est véritablement reprendre en compte le comportement consommateur, faire des ethnos, les observer pour essayer de vraiment intégrer la proposition qu'on est en train de faire dans sa vie de tous les jours et lui apporter quelque chose de concret versus le rituel dans lequel il est. Je crois qu'il y a une donnée qu'on oublie trop souvent, et c'est là où on revient à cette idée de simplicité, c'est que le consommateur et nous-mêmes, on est dans des habitudes, on fait presque, voilà encore un petit chiffre, je ne vais pas trop vous abreuver de ça, mais quasiment 75% des actions qu'on commet chaque jour sont des actions non réfléchies, des actions réflexes. Donc vous imaginez que quand on fait ses courses, quand on achète des produits, on est dans cette même logique de répétition. Avec un nouveau produit, il va falloir casser cette logique de répétition et installer un nouveau rituel. Donc, penser bénéfices consommateurs, cette idée de down-up. Donc, pour revenir à ces bénéfices conso, ce qui est clé, le premier Viva Natura, il va créer et il va nourrir le bénéfice de confiance, donc le bénéfice d'adhésion. Il va apporter, bien sûr, une dimension émotionnelle de plaisir et de bien-être. Le deuxième, dans notre idée de technologie et de premiumisation, on va être sur un bénéfice de temps gagné. Donc on sait que c'est une attente qui est très très forte de nos consommateurs et un bénéfice de liberté. Moi j'entends systématiquement les consommateurs me dire j'ai pas le temps. En fait le temps on le choisit. Donc il faut bien faire en sorte que ce produit, cette nouvelle expérience s'intègre dans la sphère temporelle de nos consos. Et puis sur ce deuxième élément, on va apporter une dynamique de créativité et d'interactivité. La co-création, la relation, la possibilité d'être à n'importe quel moment en relation avec notre consommateur est clé. On le sait, avec notre iPhone, on peut systématiquement créer du cross-canal de façon très active et très pertinente. Alors, en termes de design, creusons notre premier axe, cette idée de retour aux sources, où on a ces idées de local, de locavore, donc de glocal, et puis cette idée de vie simplifiée. Alors, j'ai pris des exemples internationaux où on n'a pas forcément de marques présentes, mais encore une fois, quand on travaille sur des méga-marques, l'idée c'est d'aller voir ce qui émerge, d'identifier les signaux faibles pour pouvoir se les réapproprier. Ce qui est très marquant, c'est qu'on a de plus en plus de packaging extrêmement simples, extrêmement purs, mais qui par leur format et par leur design racontent une histoire.
Un exemple là au milieu, le trou. Donc on a des mots aussi, on a un vocabulaire qui commence à évoluer. Là on est sur des déodorisants d'air en fait. Voilà, donc on est vraiment sur cette essence de l'odeur, sur la qualité du fruit qui est apportée. Un très bel exemple, je travaille beaucoup avec les eaux Danone et j'aime beaucoup celui-ci parce que là on est dans la pureté, la quintessence. On vient d'entendre énormément là d'informations sur la qualité de l'eau minérale et de l'eau du robinet, ou les défauts des qualités. Là, vous véhiculez véritablement une idée de préservation de la pureté et de la qualité, ne serait-ce que par le packaging. Donc ça, c'est clé dans cette idée d'adhésion par rapport aux bénéfices qu'on propose. Le premier est beaucoup plus dans cette idée de complicité, de relation avec la nature. Un petit geste, un petit détail qui va faire la différence, mais qui va montrer l'attachement que l'on a et le souci de perfection que l'on a par rapport à notre produit. On est aussi sur des emballages, des packaging qui sont beaucoup plus en résonance avec le contenu. Ce qui veut dire qu'en fait, le consommateur est de moins en moins prêt à dépenser trop d'argent sur l'externe, mais ce qu'il veut, c'est que toute l'attention et toute la force de conviction soit apportée au contenu. Là, on est sur des produits en fait qui sont des produits de consommation courante, d'assiettes, de bols, etc., qui sont faits en matériaux naturels. Et vous voyez que même au niveau de la forme, rappelez-vous le PIMS. En fait, il y a deux éléments extrêmement puissants qui permettent d'émerger en linéaire. C'est le format. Donc c'est quoi le design, hein, la forme de mon packaging, et la couleur. On ne fait pas assez de travail sur le design produit. Il va falloir essayer d'aller plus loin. Et là, vous avez de la rondeur, vous avez des formes et des contreformes qui véhiculent une dimension de naturalité extrêmement puissante. On travaille de plus en plus également sur un discours universel. L'un des enjeux de nos packaging, c'est de ne pas avoir plus de 3 éléments en facing. Un consommateur est incapable de repérer en moins de 10 secondes plus de 3 éléments. Ce qui veut dire qu'on va essayer de plus en plus d'aller dans des éléments iconographiques qui nous intéressent parce qu'on est de plus en plus aussi dans cette logique d'exportation. Et la gestion de 10 langues sur un pack, c'est un enfer quotidien. Quand on est ici, donc là encore une fois, c'est un exemple très niche, mais on est sur cette idée maligne, intelligente, que les anglo-saxons nous apportent, de travailler sur des correspondances. D'accord ? Donc là, on est sur cette idée de anti-aging. Je prendrai que cet exemple-là, hein, les problématiques de rides, avec le fer à repasser. Voilà, c'est sympa, c'est malin. Ça crée un petit ton de complicité avec la marque. Et puis, ça permet justement de toucher des gens qui ne parlent pas la même langue que nous. Autre élément, quand on est dans une idée de simplicité et de vérité, c'est d'observer les consommateurs et de projeter l'utilisation du produit. Donc là, on est sur des bottes. On voit de plus en plus là, de bottes en plastique depuis quelques années. Et là, vous avez la botte qui est positionnée dans un carton, donc un merchandising pas forcément très pratique en mise en linéaire, on est bien d'accord, mais néanmoins qui capte le regard, qui crée une surprise. Et voilà, avec ces piranhas, c'est la botte parfaite anti-piranha. Donc ça, c'est voilà, une idée d'émergence, une idée d'impact par rapport à la concurrence, avec cette petite pointe d'humour qui est attendue par le conso et de plus en plus. Je finirai par tout un pôle axé sur la dimension de fierté nationale. On a beaucoup parlé du Made in France, qui est une réalité. Il y a 5 ans, on aurait fait ça, ça n'aurait pas bien marché, mais ça a été toute une évolution, mise en avant des savoir-faire locaux, mise en avant de la chaîne et du réseau social, où là, vous avez le premier exemple de Saint-Michel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais effectivement, on a réintégré en fait le drapeau national français comme une accroche et comme une marque de qualité et de caution pour Saint-Michel. On le voit de plus en plus, ce petit drapeau français. Et je peux vous dire qu'à l'international, c'est une marque de fabrique qui est extrêmement bien reconnue. Dernier exemple, Armorique, qui est un très très bel exemple. Ils sont souvent très en avance par rapport à toute la dimension environnementale. Là, ils ont positionné toute une gamme de leurs produits sur la provenance des ports bretons. Donc là, on n'est pas simplement sur une région, mais on revendique véritablement un savoir-faire artisanal et presque la préservation d'un métier, ou en tout cas le soutien d'un métier.
On se rend compte que la dimension sociétale est de plus en plus clé en tant que levier de préférence consommateur. Alors cette valorisation des métiers, elle se fait aussi bien en alimentaire, donc on va retravailler sur le parcours de la chaîne alimentaire, mais elle se travaille beaucoup au niveau du luxe. Tous les repositionnements des marques de luxe comme Lancel, comme Hermès, etc. a été basé sur justement la revalorisation des métiers artisanaux. Donc le premier exemple sur cette idée de Viva Natura, c'est l'exemple de Danone avec Au lait de nos éleveurs qu'on a travaillé. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du Bocuse, mais là c'est un travail transversal également. Donc on est dans cette logique aujourd'hui de méga marque, de revaloriser la marque mère. Et l'idée là, c'était d'apporter une valeur ajoutée versus des MDD, en particulier sur le produit pilier en fait de Danone. Donc quoi de mieux que de valoriser l'ingrédient de base qui est le lait, de valoriser les métiers, et vous avez toute la copie en fait en cross-canal qui s'est développée sur cet ancrage et cette valorisation des producteurs. Je peux vous dire qu'au départ on était aussi un peu dubitatif en se disant c'est peut-être un coup marketing. Ça a tellement bien marché, les producteurs ont tellement joué le jeu et ont été très fiers de cette opportunité qu'on a développé. Là, on a eu des croissances de vente d'environ 10%. Donc c'est assez fantastique. Donc ça, c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple sur cette valorisation des savoir-faire, c'est Vuitton, avec cette capacité à s'associer. Je vais juste en parler un petit peu, mais tout ce qui est série limitée, justement, pour essayer de surprendre le consommateur, tout en se permettant la possibilité d'aller utiliser la créativité en fait d'artistes. Donc là, on est sur la dernière opération qui a été faite par Vuitton, à la fois sur les sacs, mais aussi sur toute la chaîne d'habillement et sur tout un réseau en fait de pop-up store extrêmement important. On a quelques exemples là dans le salon de pop-up store. On croit beaucoup à cette capacité et à ce besoin qu'ont les consommateurs de rencontrer les marques en dehors des réseaux traditionnels. Alors, cette première plateforme de retour aux sources, en fait, c'est bien une évolution de société plus qu'une tendance. Donc, c'est vrai qu'en termes de packaging, on a vu qu'on était de plus en plus sur la transparence, qui véhicule à la fois une fierté du produit, et cette notion de fierté du produit, elle est clé. Mais elle travaille aussi sur une notion de valeur morale, en fait, de l'entreprise. Donc, honnêteté, vérité de la relation. On travaille de plus en plus sur des matières naturelles, bien sûr, valoriser le soft touch, valoriser les couleurs issues de la nature, etc. Et puis plus de simplicité de communication et d'usage. Alors, une évolution qui a su également s'accompagner des nouvelles technologies. Donc là, ça nous permet de basculer sur le deuxième univers. Et j'avais envie de vous parler de cette idée d'emballage 3.0, où aujourd'hui on est encore un petit peu en train de tâtonner. Est-ce que le QR code c'est mieux qu'une autre proposition, etc. Encore une fois, tout cela dépend de notre cible et du périmètre sur lequel on se situe. En France, on est un peu les mauvais élèves d'un certain nombre de choses. Le QR code fonctionne très bien dans des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Asie. Et là, on commence à voir de nouvelles technologies que vous avez sur le stand. C'est un outil qui est néanmoins intéressant dans cette logique de dépasser le produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que le consommateur veut, c'est vraiment intégrer le produit à son mode de vie. Donc là on en parlait ce matin d'un nouveau produit qu'on a lancé avec Villemorin qui sont les pratiques salades. C'est changer l'expérience de la salade. S'il y a des jardiniers dans la salle, en fait, vous savez que quand on plante des salades, on a toutes les salades qui poussent en même temps. Donc c'est véritablement problématique. Là, l'idée, c'est de proposer 3 barquettes qui permettent d'avoir 3 cycles de semences. Voilà, donc on change bien la relation avec le conso, et vous avez un QR code qui est un élément qui vous aide à comprendre comment consommer, comment planter et utiliser le produit. Les QR codes, ils n'ont que cette vocation-là, c'est-à-dire aller au-delà du relais du site internet et de faire une opération très spécifique par rapport à son produit. Donc on l'a aujourd'hui sur des produits alimentaires, mais on l'a aussi sur des produits on va dire de quotidien comme Seb. Et puis, vous avez vu aussi certainement ces nouveaux ouvrages en fait, qui permettent cette liberté. Il ne faut pas oublier que le consommateur aujourd'hui, il est habitué à avoir son iPhone. De plus en plus, on est habitué à jouer et à choisir. Donc, c'est comment est-ce que le QR code va me permettre une appropriation personnelle de ce produit en ayant l'illusion qu'il a été designé spécifiquement pour moi. Un beau champ de travail.
Un autre exemple extraordinaire, qui là est encore à l'idée de concept, hein, mais c'est cette idée de dire que le packaging, il peut me servir à faire autre chose. Il y a de très beaux travaux qui sont faits en ce moment sur les œufs. Il n'y a rien de plus essentiel et de plus basique qu'un œuf. Et on connaît tous les boîtes d'œufs. Donc là, on est sur un format de préservation de l'emballage individuel, mais qui est vendu en collectif, entre guillemets. Et vous avez un emballage qui permet de cuire l'œuf de façon autonome. Donc vous êtes dans cette logique d'intégration en fait du street fooding, de ces nouvelles habitudes de consommation également, une idée de snacking, pour véritablement rendre service et avoir le produit le plus frais possible. On est en train de beaucoup développer des bénéfices associés vraiment à la dimension fonctionnelle de nos emballages. L'esthétique est une chose, mais la fonctionnalité est absolument clé. En termes de technologie, on a tout ce qui est puce. Donc là, on commence à avoir des résultats qui commencent à arriver. Hein, c'est vraiment le tout début. C'est assez faible, mais il y a une grande bataille dont vous avez certainement entendu parler, qui est la bataille contre le gaspillage, contre le gâchis, contre les déchets. Donc ça va être une bataille nationale de plusieurs États, dont la France. Et là, vous avez cette petite puce qui permet en fait d'identifier la fraîcheur de votre aliment et qui permet de vous alerter sur le moment optimal de consommer pour ne pas jeter votre aliment. Ça, c'est le premier point. Et puis, on a aussi toutes ces puces qui permettent de travailler sur la chaleur optimale pour avoir la meilleure dégustation de notre produit. Donc ça va se développer de plus en plus pour aider nos consommateurs et en particulier nos seniors aussi. Valoriser nos packaging, c'est aussi penser à de nouvelles façons de présenter nos produits et parfois sortir un petit peu des habitudes que l'on a. Je parlais de réflexes, c'est 75% de réflexes qu'on a quotidiennement. Là, vous avez l'exemple d'une chaîne de vélo. Donc on est complètement dans un autre univers, on est dans un univers qui est extrêmement esthétique, qui est extrêmement valorisant, mais qui permet sur un produit relativement commun, standard, très masculin, de taper une autre cible de clientèle avec des bénéfices différenciés. Et là c'est vraiment cette idée de faire mieux avec beaucoup d'intelligence. Donc voilà, soyons français, utilisons nos forces et essayons de reconsidérer la façon dont on présente, hein, la présentation de nos produits doit être différenciée par rapport aux conventions du marché. Autre élément qui commence à révéler de nouvelles façons d'agir en fait de chacun d'entre nous, c'est tout ce qu'on appelle mixologie. Donc c'est cette idée de mixed and match. Cette idée qui est extraordinaire pour un industriel, qui permet non plus de vendre un produit, mais de vendre... Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors... Voilà. Voilà. Donc cette idée de mixologie qui permet de vendre 2 produits ou de vendre 3 produits qui rendent possible une interprétation et une création pour le consommateur. Donc c'est cette idée finalement de déplacer la logique culinaire dans d'autres univers. On l'a beaucoup vu, on le voit beaucoup, c'est très nouveau, en cosmétique, cette idée de mix and match. Il avait commencé beaucoup dans tout l'univers en fait des parfums. Donc c'est comment, en fonction du moment, en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir, on peut créer notre propre mixture en quelque sorte. C'est très très malin. Bien sûr, on l'a vu beaucoup dans tout ce qui est cocktail. Donc pour tout ce qui est univers des boissons alcoolisées, non alcoolisées, on a des choses extraordinaires. On a vu aussi, j'ai vu sur le salon des propositions de bouteilles qui s'empilent, qui sont très très intéressantes. L'idée, c'est de créer des expériences inoubliables. Je prononce beaucoup le mot d'expérience, mais on est véritablement là-dessus. Et puis je finirai avec quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur, qui est cette idée de personnalisation. On est dans cette société de l'individu, ça on est tous d'accord pour le reconnaître, et on avait beaucoup de personnalisation associée à la tenue vestimentaire. Aujourd'hui, ça se démocratise vraiment très fortement dans l'univers alimentaire. On le voit avec Evian qui cartonne, et toutes les eaux, enfin un certain nombre d'eau, il y a Badois aussi qui le fait, cette capacité à créer son propre message sur ses bouteilles. Donc on est sur des prix qui sont tout à fait acceptables. Et puis M&M's qui a déjà lancé ça depuis plusieurs années, mais vous savez, la démocratisation, ça prend toujours quelques années.
Donc il n'y a quasiment plus aucun mariage aujourd'hui auquel on va où on n'a plus ces M&M's avec les petits mots marqués. Mais ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement on a besoin des consommateurs pour pouvoir avoir cette démarche down-up et proposer des produits qui sont réellement innovants et qui correspondent à ce mariage entre mon consommateur, mon univers de marque et mes capacités d'innovation. Alors, ok, donc ça je l'ai déjà dit, je passe parce que je voulais passer avec vous j'ai parlé de mode d'emploi, hein, c'était le titre de la conférence, donc pour les gens rationnels, quelques éléments de mode d'emploi associés à la simplicité. La première chose, c'est véritablement penser marque. Une marque, c'est un repère. Une marque incarne des valeurs, un état d'être, une philosophie, une vision. Je vous ai donné l'exemple de Danone tout à l'heure avec le Pocus. Vous avez vu le retravail fabuleux que fait Nivea aujourd'hui, qui est de reconcentrer son énergie sur sa marque corporate, qui est issue de son ADN, puisqu'on s'est réimprimé, on a relayé l'idée de la boîte bleue, avec un impact en linéaire extraordinaire. Penser Mégamarque, c'est tout le travail qui a été fait par Lu également, quand il a été racheté par Kraft, où l'idée, ça a été vraiment de travailler sur la quasi-totalité de ces marques filles avec une marque Lu qui est très puissante, ouvrir le champ des possibles, donc une communication internationale très forte. Mais c'est pas pour autant que les marques très fortes de Lu ne gardent pas leur prédominance. Mais ça ne représente que 20% de la globalité de l'offre de Lu. Hein. Donc on est bien dans cette logique de méga-marque. Belin, dans un univers apéritif, a aussi lui revisité en fait la façon de s'exprimer par rapport à ces marques filles. Le deuxième élément, c'était le deuxième élément, penser méga brand. Le troisième élément, c'est penser USP. J'ai dit tout à l'heure qu'un consommateur, en moins de 8 secondes, n'était pas capable de lire plus de 3 éléments sur le packaging. Ce qui va faire la force de votre packaging, c'est un impact de marque colossal, bien sûr, mais une histoire. Pourquoi j'achèterais ce produit? Qu'est-ce qui fait? Comment est-ce que je peux comprendre en un clin d'œil la pertinence de mon produit? On a parlé du Made in France tout à l'heure, on a parlé du lait de nos éleveurs. Choisissez une seule bataille. Quand Danone travaille sur son Pocus, toute l'année 2013 va être utilisée à travailler sur la communication associée à ce pot-là, par le prisme des marques bien évidemment. Mais plus on dilue l'information, moins elle s'imprime dans la tête des consommateurs par rapport à la construction et à la préférence de votre marque. Pensez smart. Donc on a eu l'exemple tout à l'heure de la chaîne de vélo. J'ai remis Sodebo parce que je trouve que c'est vraiment un exemple extraordinaire qui a pu tout simplement créer une nouvelle catégorie. Encore une fois, on est dans l'observation des consommateurs, on est dans une vision internationale. Comment d'autres personnes mangent, quels sont leurs rituels de consommation et comment cette influence peut créer une idée intéressante pour nous. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de produits qui s'installent dans cette logique de on the go, de produits nomades. Donc vraiment, soyons créatifs et gardons en tête cette idée de French Touch qui nous caractérise véritablement. Le cinquième élément sur la simplicité, c'est ne pas oublier ce que l'on propose. Chaque marque n'existe que par le produit qu'elle a su installer dans la tête de nos consommateurs. Et c'est ça qu'il va falloir renourrir régulièrement. Quand on s'appelle Danone, on a inventé le yaourt. Quand on s'appelle Bigard, on est vraiment ambassadeur du steak haché. Quand on est Saint-Michel, on est sur la galette. C'est ça qu'il faut réimprimer. Si vous diversifiez beaucoup trop votre offre, vous allez perturber le consommateur dans sa lecture. C'est pas pour autant, je suis pas en train de dire de ne pas faire de gamme et de ne pas faire d'innovation. Mais pensez systématiquement à être bien sûr qu'une marque égale un produit iconique dans la tête de mon consommateur. Le sixième élément, pensez transparence. On sait que c'est véritablement un garant de qualité. Donc c'est voir le produit, c'est essayer de privilégier au maximum effectivement les mono-ingrédients, mais c'est essayer de créer une relation directe avec mon consommateur. C'est un élément très simple, mais je peux vous garantir que ça a des vrais succès. Et enfin, dernier élément qui n'est pas toujours évident à atteindre avec nos collaborateurs et nos marques, rationalisez votre offre. Faites des coupes franches dans votre portefeuille, aidez le consommateur à faire des choix efficaces, des choix simples, des choix concrets. Supprimez et réduisez les marques filles. On a eu trop de marques filles. On est vraiment dans ce retour à l'évidence, à l'essentialité. Réduisez la profondeur de l'offre en créant des rythmes.
Le packaging est un outil merveilleux pour créer justement de nouveaux points de rencontre. Si vous êtes présent, si vous mangez du foie gras toute l'année, au bout d'un moment, vous vous lassez. Tropicana a fait un job extraordinaire avec ses éditions limitées, puisqu'il a été capable de faire non plus des éditions éphémères, mais des éditions saisonnières. Donc on n'est plus en train de travailler sur des leviers un peu superficiels de in and out. Je suis au courant de l'opération ou je ne suis pas au courant. Il y a tellement de séries limitées en ce moment qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Là, on est sur des opérations qui durent 2 mois, 3 mois dans l'année. Donc ça veut dire qu'on attend ces moments-là et qu'on a envie de participer. Avec un relais internet fabuleux, puisque vous allez sur le site de Tropicana, vous avez la possibilité de gagner, de récupérer des bons promotionnels, donc toujours penser à cette logique de prix, et la possibilité de donner votre avis. Donc cette idée de co-création boucle la boucle sur le projet, sur le processus de Tropicana. Voilà, donc c'est que cet élément de mode d'emploi, mais où l'idée c'est vraiment de bien rebâtir sur les mandatories, de bien travailler sur la simplicité de l'offre et de bien intégrer des éléments qui semblent évidents mais qu'on oublie trop souvent. En tout cas, le mot de la fin, il est vraiment ancré sur un nouvel état d'esprit dans la façon dont on travaille nos packaging et dans la façon dont on construit nos modes de collaboration, où l'idée c'est de travailler pour créer des produits qui sont plus simples, plus vertueux, mais aussi plus pérennes. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous invite à aller sur le site de Team Créatif. On sera ravis de vous accueillir dans nos locaux. Merci.